Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Force est de constater que, comme je le dis souvent dans mes vidéos, les choses vont très vite. Nous sommes aujourd'hui le lundi 26 septembre et une nouvelle mauvaise nouvelle est tombée pour l'Union européenne. L'Italie a choisi de donner une majorité parlementaire à des partis de coalition, dont un parti, celui de Giorgia Malino, je ne sais plus. Bref, de toute façon, il suffit de voir sur les réseaux sociaux comment ça secoue les oreilles, comment ça utilise de façon extravagante les termes de fascisme, d'extrême droite, de néo-nazi. Ça y est, l'Italie replonge dans ses heures noires, bientôt le bruit des bottes dans les rues de Rome. Très souvent, j'ai envie de pousser la petite question à ces gens. Si vous critiquez la montée des extrêmes, c'est qu'il y a bien une raison, il y a bien une cause. Donc je vous invite à vous regarder dans le miroir et de vous poser la question si finalement la cause des montées des extrêmes ne serait pas la vôtre, votre responsabilité. Votre responsabilité de vous croire être toujours du bon côté de la barrière, d'être détenteur de la vertu, d'être détenteur de la bien-pensance, et vous octroyant ce droit de juger l'autre parce qu'il ne pense pas comme vous, parce qu'il n'a pas les mêmes idées que vous. Et parce que par conséquent, ils ne partagent pas les mêmes conditions sociales que vous. Parce que le monde est fait de diversité. Ah oui, mais attention, la diversité, c'est pour les gens de couleur, les gens d'origine étrangère. Mais la diversité, c'est aussi la diversité d'opinion. La démocratie, cette fameuse démocratie dont certains se vantent de vouloir défendre les valeurs. Ben oui, justement, les valeurs de la démocratie, c'est quand il y a du débat avec des gens qui sont contradictoires les uns avec les autres. La démocratie, c'est quand on a des antagonismes, pour justement soulever des oppositions, soulever des questions, voire même peut-être vous amener à voir votre propre autocritique sur la façon de voir les choses, mais qu'à un moment donné, vous êtes trop embarqué, trop conditionné, trop enfermé dans vos propres convictions, au point de ne plus avoir de regard suffisamment ouvert sur le monde et vous rendre compte que si même vos idées sont tout à fait louables, généreuses, solidaires, humanistes, elles sont totalement irréalisables dans le contexte actuel et nécessitent des réformes, nécessitent des bouleversements, nécessitent des changements. C'est comme tous ces gens qui, aujourd'hui, attaquent systématiquement tout ce qui est russe. À vrai dire, on aurait envie de leur dire que finalement, vous êtes des russophobes, puisque tout ce qui a lien à la Russie, eh bien, vous le détestez. Alors qu'en réalité, le fond du problème de la Russie, c'est pas la Russie elle-même, c'est Poutine. C'est ce dirigeant. Ce dirigeant qui, je le rappelle, est issu du KGB, qui, je le rappelle, a monté les échelons, a eu des bonnes notations, des bonnes considérations de certains gens de pouvoir dans les années 90 au point de le choisir pour successeur de Boris Eltsine. Une politique de Boris Eltsine qui se devait d'être dans la continuité dès son élection. Sauf que malheureusement, ceux qui l'ont choisi ont loupé le coche sur le fait que c'était un patriote, que c'était un souverainiste, que c'était un protectionniste, que c'était quelqu'un qui voulait redonner à la Russie une certaine valeur, une certaine intensité dans l'échiquier international. Au détriment évidemment des intérêts internationaux, plus particulièrement occidentaux, qui étaient en lien de près et de loin, ou directement ou indirectement, avec le dépeçage, le démantèlement de la Russie. Combien d'oligarques, par l'intermédiaire d'un certain nombre de sociétés, d'investissements, par certains soutiens, ont participé au dépeçage du bien de l'État, du bien du peuple, des industries de production, de transformation, de distribution, d'exploitation.
au point que la Russie s'en est retrouvée presque avec 15 millions de Russes, dont on peut donner l'attribution de la cause de leur mort à la pauvreté, à la misère, au démembrement même de la structure de l'Union soviétique pour en faire une Russie ultralibérale. Ou tout d'un coup, exactement comme les Allemands de l'Est lors de la réunification, se sont retrouvés de passer d'un modèle d'État nourricier à celui de démerde-toi, marche, crève. Donc, force est de constater qu'avec le temps, qui plus est de génération en génération, lorsque des enfants ou des petits-enfants, voire leurs grands-parents ou leurs parents vivent dans la misère, se couper aux quatre veines pour eux, mais ne pas réussir à s'en sortir parce que le système n'a rien prévu pour eux. Parce qu'ils sont les résidus d'une époque. Parce qu'ils sont le résultat de ce que l'on appelle les dommages collatéraux. Comment voulez-vous que ces gens, au bout d'un moment, lorsqu'ils ont le dernier droit qu'ils ont de mettre un bulletin dans l'urne, voudraient-ils voter pour des gens qui ont participé et contribué à leurs conditions, à leur situation? Eh bien, c'est exactement la même chose en Russie. Le seul problème de Poutine, c'est que il est confronté à une population dont on estime à 147 ou 148 millions d'habitants, est à 70% urbaine. Et qui plus est, 70% urbaine, à plus de la moitié dans les deux grandes métropoles que sont Moscou et Saint-Pétersbourg, où là se concentrent évidemment des Russes, ce que j'appellerais des néo-Russes, c'est-à-dire des Russes occidentalisés, des Russes conditionnés à la société de consommation, à la société des plaisirs, et qui évidemment ne partagent pas du tout la vision de Vladimir Poutine. Qui plus est, évidemment, les Occidentaux ont profité de cette situation pour accentuer toujours plus une certaine présence idéologique en Russie vis-à-vis de ces populations. Ces mêmes populations qui aujourd'hui sont ceux qui manifestent contre la conscription. Conscription que Poutine a décidé sur conseil, d'ailleurs de son ministre de la Défense, M. Shoigu, sur 300 000 réservistes. Réservistes. Ben oui, parce que la Russie pratique toujours le service militaire, qui je crois dure, je ne sais plus, 2 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement. Mais apparemment le chiffre serait d'1 million. Sauf que le Kremlin a contredit ce chiffre, considérant que ce chiffre a été émis par des organismes mal intentionnés qui essayent de faire de la désinformation. Le fait est que de toute façon, peu importe qu'il soit 300 000 ou 1 million, le fait est c'est que cette conscription intervient à un moment qui n'est pas un hasard. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous le savez, aujourd'hui se termine le fameux référendum du Donbass, c'est-à-dire des républiques indépendantes de Luhansk et de Donetsk, dont Poutine donnera les résultats le 30 septembre. Je pense qu'il n'y aura absolument pas de surprise, que le document que Poutine signera pour intégrer ces territoires à la Russie est déjà prêt dans une petite chemise sur son bureau. Parce que force est de constater que de toute façon, on connaît déjà le résultat d'avance. Sauf qu'évidemment, une fois que Poutine aura signé ce document, ces territoires seront non plus des territoires envahis par la Russie, ukrainiens, mais des territoires russes, au même titre que la Crimée. Cette même Crimée qui, en effet, a subi des bombardements. Mais quand on y a fait des bombardements, c'était pour tester de voir jusqu'où Poutine était prêt à accepter ou à tolérer. Et il a toléré. Il n'a pas répondu. Il n'a pas fait monter les enchères. Il n'a pas fait monter les enchères parce qu'à ce moment-là, le principal objectif, c'était Mariupol.
Sauf que là, on le sait déjà, et d'ailleurs même certains conseillers, certains responsables russes, dont d'ailleurs même l'ambassadeur lui-même, a prévenu qu'une fois que ces territoires d'Ukraine deviendront russes, toute attaque ou toute présence de l'armée ukrainienne sur ce territoire sera considérée comme un acte de guerre. Et dans ce cas-là, la Russie déclarera la guerre officiellement à l'Ukraine. Je ne sais pas si cela a du sens, dans le sens où pour vous, peut-être que vous considérez que de toute façon, la Russie et l'Ukraine sont déjà en guerre, puisque la Russie a envahi une partie de l'Ukraine. Sauf que, pour la Russie, question de sémantique, il s'agit d'une opération de dénazification de l'Ukraine. Parce que la sémantique, elle est très importante. Si pour nous, nous considérons que l'Ukraine est un État indépendant, et que par conséquent, à partir du moment où les Russes sont rentrés en Ukraine, c'est une violation de territoire souverain, pour la Russie et l'Ukraine fait partie de l'Empire. Et le fait que, en effet, l'Ukraine ait acquis son indépendance, et on a tenté de l'éloigner, ou tout du moins d'aider de l'éloigner du giron, des intérêts, de la zone d'influence russe, pour les Russes, pour eux, c'est reconquérir ce qui n'aurait jamais dû être séparé de la Russie. En l'occurrence, ce que l'on appelle l'Empire russe, la Grande Russie. La Grande Russie, où la question fondamentale reste évidemment, qui est la mère ? Qui est la mère de toutes les Russies ? Et ça, c'est un autre problème, c'est une autre histoire qui est intrinsèque à cette région, comme le sont d'ailleurs certaines histoires de certaines régions où certains se disputent l'héritage de territoires culturels, de berceaux. À titre d'exemple, on pourrait nommer par exemple ceux qui demandent la libération de la Palestine. Mais qui dit la libération de la Palestine, ça veut dire la fin d'Israël. Certains vous diront, oui, mais Israël a piqué les territoires à la Palestine. Sauf que le problème, c'est que la Palestine n'a jamais existé. Je rappelle, au moment où Israël a été fondé, la Palestine était une colonie britannique. La Palestine, en tant qu'État souverain, contemporain, n'a jamais existé. C'était comme un ensemble d'ailleurs de régions dans ce monde où c'était des royaumes, c'était des califats, c'était des territoires avec des statuts basés essentiellement sur des constitutions, des institutions parfois féodales. Le Tibet. Free Tibet. Ben oui, Free Tibet, le seul problème c'est que le Tibet, c'est que les Chinois ont envahi le Tibet, alors que le Tibet était encore un régime féodal. Donc vouloir la liberté du Tibet, c'est-à-dire vouloir la liberté, le retour d'un système féodal. Donc le problème de l'Ukraine, je ne vais pas revenir dessus, il est historique, il est culturel. C'est une bataille ethnique sur le sens de tribu. Qui est la tribu la plus légitime de représenter l'Empire russe ? Est-ce que c'est la Russie de Moscou, la Russie des Moscovites, ou est-ce que c'est Kiev, la Russe de Kiev, l'Empire de Kiev ? Bon, ça évidemment, c'est des aspects historiques que les trois quarts des gens qui ont une opinion sur la guerre en Ukraine n'ont absolument aucune maîtrise et aucune connaissance. Donc le problème de Poutine, c'est évidemment de faire monter d'un cran une situation sur laquelle l'Occident, j'ai envie de dire que l'Occident se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alliance avec l'Ukraine. Si l'Ukraine appartenait à l'OTAN, oui, là, dans ce cas-là, il y aurait déjà longtemps qu'on aurait tous sauté. Mais il n'y a pas d'alliance avec l'Ukraine. La plupart des pays qui le soutiennent, qui soutiennent l'Ukraine de façon financière ou matérielle, le font en tant que statut de co-belligérant. Mais un engagement direct, pour l'instant, n'existe pas. Il n'est pas officiel.
Sur les réseaux sociaux, évidemment, il y en a qui disent oui, de toute façon, la guerre, c'est à cause des Russes, puisqu'ils ont commencé déjà, il y a déjà des soldats russes dans le Donbass, en Ukraine, donc l'invasion, elle a commencé avant. Non, encore une fois, ne mélangeons pas tout. C'est pas parce que vous avez des soldats russes du côté du Donbass depuis 2014 que ce sont officiellement des soldats russes de l'armée russe. Dois-je rappeler ce que nous avons fait en Syrie? En Syrie, nous avons envoyé des gens, des experts, des conseillers auprès des forces rebelles. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu des dérapages, puisque dans certaines escarmouches, que ce soit les Russes, que ce soit l'armée régulière syrienne, on a découvert des combattants qui avaient des nationalités étrangères. Raison pour laquelle en Ukraine, cette fois-ci on a fait très attention, de créer des unités étrangères. Ainsi, dans les unités étrangères, eh bien, on peut y mettre ce qu'on veut. On peut y mettre les idiots utiles qui tout d'un coup se sentent pousser des ailes de devenir des Rambo, mais qu'une fois sur le terrain, en moins de 24 heures, ils se mettent à courir en criant maman, ou en effet, des vétérans, des mercenaires, parfois même des mercenaires qui sont payés par des sociétés de sécurité anglo-saxonnes. Ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des militaires qui agissent officiellement pour le compte de l'armée du pays dont ils sont originaires. Et là encore, on s'amuse à modifier la sémantique du terme mercenaire. Un mercenaire est un individu qui agit en son propre nom, ou pour le compte d'une société privée, mais pas au nom d'un État. Mais force est de constater qu'il y en a qui sont convaincus du contraire. Ou il y en a qui vont chercher la réponse. Oui, de toute façon, c'est pareil. C'est la même chose. Et ben dans ce cas-là, si vous admettez, si vous êtes convaincu que si des soldats russes payés par des tiers, mais qui n'agissent pas pour le compte de l'armée russe, pour vous, c'est la preuve que c'est la Russie qui était dans le conflit, eh bien vous admettrez que nous étions également engagés dans le conflit syrien. Tout comme nous étions engagés dans d'autres conflits d'ailleurs, dans lesquels nous avons envoyé des gens, encore une fois, non sous le drapeau du pays en question. Et Poutine, il sait qu'aujourd'hui, il joue sa carte. Disons-le, Poutine fait la partie de poker. Pour la simple bonne raison, c'est que si Poutine a la légitimité de vouloir défendre les intérêts de son pays contre la volonté tout simplement de le dépecer, de lui piquer ses ressources, ses matières premières, il est confronté à un autre problème, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est un pays qui a 147 ou 148 millions d'habitants, mais vu la taille du pays, Poutine est confronté à un problème démographique. Alors oui, il y a des gens qui disent, oui, regardez, il y a beaucoup de Russes qui ont quitté la Russie. Qui ont quitté la Russie pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que c'est Poutine? Oui, certainement qu'il y en a qui vont vous trouver, je veux dire, il y a des médias qui vont trouver certainement des Russes qui vont vous dire, oui, moi je suis parti de Russie en 2004 parce que Poutine est arrivé au pouvoir, parce qu'à cause de Poutine, etc. Le seul problème, c'est que ce n'est pas l'essentiel des Russes qui ont quitté la Russie. Beaucoup de Russes ont quitté la Russie pour des raisons économiques, pour des raisons du fait qu'ils ne trouvaient pas leur place. Pour la même raison que vous avez des Français aujourd'hui qui quittent la France parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Tout comme vous avez des Africains qui quittent l'Afrique pour aller sur les pays européens parce qu'ils n'ont pas leur place en Afrique. Qu'ils essayent de se convaincre qu'en allant en Europe, ils vont trouver l'Eldorado. Alors ça peut être vrai pour certains, comme c'est faux pour d'autres. Ce qui est assez amusant, c'est de voir, par exemple, que les Ukrainiens, pareil, les Ukrainiens ont fui, certains Ukrainiens ont fui l'Ukraine. Ce qui est assez amusant, c'est de voir qu'il n'y a pas que des Ukrainiens qui sont du peuple. Il y a aussi des oligarques, des riches Ukrainiens, qui sont partis se réfugier aux quatre coins du monde. Le fait est, c'est que Poutine, malheureusement, sait que s'il échoue, c'est la fin de la Russie.
quand je dis c'est la fin de la Russie sera toujours la Russie, mais ce sera une sorte de pays vassal de l'Occident. Sauf que à ce programme, imaginons, si Poutine est en effet dégagé, si on réussit à placer notre petit pion à la tête de la Russie, tel par exemple Navalny, il y a un autre pays qui, lui, par contre, ne sera pas très content. C'est la Chine. Je vous le rappelle, les Chinois sont des gens avec qui on peut faire des alliances, avec qui on peut faire des traités, avec qui on peut boire un coup en se tapant sur l'épaule. Mais c'est surtout aussi un pays qui, en priorité, défend ses intérêts. Et il faut le dire de façon très honnête, si la Chine est alliée de la Russie, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que la Chine a besoin de la Russie pour asseoir une certaine puissance militaire, parce que la Chine en elle-même, si en effet elle peut aligner des millions et des millions de soldats, le problème c'est qu'on n'est plus à l'époque de guerres conventionnelles, si ce n'est des guerres coloniales à la chinoise, mais contre l'Empire américain, contre l'Empire d'Occident, la Chine elle-même matériellement ne peut pas faire le poids. Donc elle a besoin de son allié russe, et plus particulièrement de sa stratégie nucléaire. Qui plus est, la deuxième raison, c'est parce que la Chine a besoin de certaines matières premières. Gaz, pétrole. La Chine, si demain vous lui laissez l'opportunité de faire ce qu'elle veut, on serait très surpris de savoir que la Chine veut conquérir la Sibérie. La Sibérie et ses ressources. Donc si demain vous faites tomber Poutine, ça veut dire que tous les espoirs de la Chine de pouvoir profiter des bénéfices, des matières premières, énergie de la Russie, risquent de s'évaporer. Donc la Chine a tout intérêt à appuyer, à soutenir Poutine. Même si à l'heure actuelle, elle essaye de temporiser. Tout comme l'Inde. L'Inde qui a demandé à Poutine de faire un cessez-le-feu. Alors cessez-le-feu, en effet, il va le faire. Mais après avoir annexé le Donbass. Une fois qu'il aura annexé le Donbass, dans ce cas-là, il retirera ses forces militaires du reste du territoire de l'Ukraine, et il renforcera la frontière, et en disant ceci, maintenant, cette terre, elle est russe, le premier qui tire un obus, un missile, je considérerais ça comme une déclaration de guerre. Et le problème, c'est que si Poutine a toujours joué de subtilité en disant qu'il s'agissait d'une mission, s'il déclare la guerre, là le contexte est différent. Parce que ça voudrait dire que si la France fournit des armes à Kiev, eh bien dans ce cas-là, la France n'est plus une aide, mais une co-belligérante officielle. Et dans ce cas-là, le Kremlin serait parfaitement en droit de dire la France, nous considérons que vous êtes en alliance avec Kiev, vous êtes donc aussi notre ennemi. Et qui plus est, également Washington. C'est pour ça que, si vous le sentez bien, les interventions qui ont eu lieu à l'ONU, je pense que là, nous sommes en train d'assister à la déliquescence même de cette organisation. De toute façon, ça fait depuis très longtemps que je dis que l'ONU est en proie de prendre le même chemin que la Société des Nations. La Société des Nations, c'était à peu près le même organisme qui est né après la Première Guerre mondiale pour essayer d'éviter de nouveau que des pays, des souverainetés, des territoires se fassent la guerre pour tout et n'importe quoi. Sauf que lorsque l'Allemagne nazie a commencé à étendre son hégémonie en annexant l'Autriche, en annexant la Tchécoslovaquie,
en annexant les Sudètes, la Société des Nations, malgré ses protestations, on s'est rendu compte qu'elle ne servait strictement à rien. Et que dire de l'ONU? Si pendant un temps, pour des conflits locaux, l'ONU en effet s'était vertuée à essayer de trouver des compromis, en envoyant même, avec la contribution de certains de ses États membres, des casques bleus. Le seul problème, c'est que lorsque vous voyez aujourd'hui les discours qui ont lieu à l'ONU, et plus particulièrement celui de Macron, que vous voyez que la salle est à moitié vide, et qui plus est, les gens présents ne représentent pas réellement les pays qui devraient être là dans l'Assemblée pour assister à ce discours du président français. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux ne sont que des assistants. C'est-à-dire que les représentants officiels qui sont censés être là dans la salle pour écouter ce que le président français a à dire, n'étaient pas là. Dois-je rappeler le discours de ce représentant du Mali, qui a bien fait attention de ne pas mélanger le peuple français et ses dirigeants, qu'il a tiré à boulet rouge sur les dirigeants français et non pas sur le peuple français. Ouch. Donc, on est en train d'assister à la fois à une partie d'échec, sauf que le problème c'est que là, Poutine vient de dire échec. Pour ceux qui ne connaissent pas les échecs, je rappelle, le but de la partie c'est de bloquer le roi de l'adversaire, que le roi ne puisse absolument plus bouger. Or, lorsque la stratégie commence à se refermer, qu'on commence déjà à menacer le roi, on dit échec. Et là, dans ce cas-là, la partie peut continuer. Sauf qu'à un moment donné, vous pouvez bloquer le roi une deuxième fois, vous dites échec, jusqu'à un moment où vous refermez l'étau, et le roi ne peut plus bouger. Et là, dans ce cas-là, il est mat. Eh bien, Poutine, lorsqu'il va annexer le Donbass, il va dire échec. Échec parce qu'il bloque la communauté internationale occidentale. C'est-à-dire que là, elle va devoir faire un choix. C'est soit elle continue à essayer de balancer des sanctions qui ne servent à rien dans l'immédiat, soit elle prend une décision. Une décision qui est soit on intervient, on rentre dans la partie, mais là dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, quittez absolument toutes les villes, faites des réserves, essayez de choisir des endroits où les vents dominants ne risquent pas de vous renvoyer des poussières radioactives sur la tronche. Même si, encore une fois, l'usage de l'arme nucléaire reste quelque chose de subjectif, dans le sens où Poutine n'usera pas d'armes nucléaires de destruction massive. Il fera certainement des tirs tactiques. Tirs tactiques, c'est-à-dire utiliser des armes nucléaires de seconde catégorie, c'est-à-dire des armes nucléaires de faible puissance, pour détruire des lieux stratégiques et d'envoyer ainsi un message. Bon, après, c'est l'escalade. Allez savoir. Pour la mémoire, je rappelle que les Russes possèdent actuellement la plus puissante bombe nucléaire et chez eux de 800 kilotonnes, je crois, 800 kilotonnes, ou du moins la plus courante de 800 kilotonnes, sachant qu'on suspecte que les Russes possèdent bien une arme nucléaire qui pourrait éventuellement atteindre les 1,9 mégatonnes. Du côté américain, la plus puissante, c'est la fameuse Minuteman III, je crois, qui fait 1,5 mégatonnes. Sauf que les Russes ont démontré qu'ils avaient la maîtrise de la technologie du missile hypersonique. Oui, les Américains, oui, les Anglais, oui, les Français travaillent sur le sujet. Les Américains ont fait des tests, sauf malheureusement les tests se sont très mal passés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Russes ont une avancée technologique, c'est-à-dire qu'ils pourraient éventuellement repérer
les différents points de lancement de missiles nucléaires de l'OTAN et réussir à les toucher très rapidement. Ça limitera en fait la casse, mais ça n'évitera pas l'escalade. Dans l'état actuel de la situation, si dans le pire des cas, Poutine venait à utiliser l'arme nucléaire, il utiliserait certainement une arme nucléaire de moyenne puissance sur Kiev. Mais il ne tirera pas le premier sur un pays occidental. Le fait de tirer sur Kiev, pourrait-il pousser les États-Unis ou l'Europe ou la France, finalement, de répondre en tirant un missile nucléaire sur Mourmansk, par exemple, ou sur Volgograd. On va éviter Saint-Pétersbourg et Moscou pour l'instant, parce que je pense sincèrement que ce scénario n'est pas possible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que Poutine sait qu'aujourd'hui, l'Occident, comme je l'ai titré dans ma précédente vidéo, on est dans la merde. On est dans la merde, pourquoi? Parce que on n'a pas su anticiper. Parce qu'on n'a pas su mettre une laisse aux mondialistes. Et ces mondialistes, on leur a donné des leviers, des commandes, des pouvoirs. On leur a donné des pouvoirs pour pouvoir manipuler, influencer, contrôler. On leur a donné le pouvoir de pouvoir réussir à propulser, à placer leurs pions à la tête de nos nations. Le fait qu'aujourd'hui l'Italie ait basculé, le fait que la Suède, elle aussi a basculé à la surprise générale, alors qu'il y a encore 3-4 ans, on leur donnait comme un exemple d'une nation où la société a réussi à faire de l'intégration, du multiculturalisme. Force est de constater que aujourd'hui, l'illusion ne fonctionne plus. Même si encore, ces gens peuvent se reposer sur une partie de la population qui est une population qu'on pourrait considérer être des idiots utiles, parce qu'ils sont encore dans cette perspective de pouvoir préserver leur petite vie, leur petit plaisir, leur petit loisir, leur petit confort, et quitte à se vendre à l'idéologie dominante pour insulter, cracher sur celui qui, par contre, commence à s'éveiller, commence à poser les bonnes questions, ou mettre sur la table les ambiguïtés, les problématiques, les antagonismes, les totalitarismes. Difficile de croire que l'on pourrait éventuellement atteindre une guerre civile, si ce n'est. Si ce n'est si la situation, par exemple en France, de la délinquance, des agressions, des viols, qui en majorité sont l'œuvre de gens, parfois qui ont déjà été condamnés, qui sont connus, voire même parfois en situation irrégulière, eh bien il y a un moment donné où la situation risque de devenir ingérable. Tellement ingérable que les autorités publiques vont commencer à prendre des décisions qui vont aller complètement à l'encontre de la doxa idéologique droit de l'homiste et humaniste. On a appris aujourd'hui que le camp provisoire qui s'était installé à la Bastille vient d'être dégagé. Chose étrange, c'est ce même camp illégal qu'avait révélé Vincent Lapierre dans sa vidéo sur Saccage Paris. Je crois que c'est le volume 3 qu'il a fait, où il se baladait justement à la Bastille et qu'il rendait compte en effet de la situation. Il s'était même fait aborder par des jeunes femmes qui faisaient partie de cette organisation en disant vous n'avez pas le droit de filmer, etc., j'appelle la police, etc. Puis finalement il ne s'est rien passé parce qu'eux-mêmes sont dans une situation illégale, en prétendant qu'ils avaient des autorisations, alors qu'en réalité ils n'en avaient pas, mais qu'ils jouaient sur la complaisance de la mairie de Paris par rapport à un sujet, un problème social concret, mais sur lequel évidemment il y a des intérêts politiques, à ce que personne au niveau des responsables ne prenne une décision d'action parce que après ça risque de leur retomber dessus, parce qu'ils risquent de se recevoir des coups de bâton par des ONG, des associations, etc. Mais finalement ils ont pris la décision quand même de les dégager parce que la situation commence à devenir inquiétante. Je vous l'ai dit dans mes plusieurs vidéos, un jour ça va arriver où il y a des gens qui vont prendre les armes
et vont commencer à en descendre de 3, pour l'exemple, pour essayer d'installer la terreur, pour peut-être même pousser ces étrangers qui ont l'intention de croire qu'il suffit de considérer la petite blanche de 14 ans comme un objet sexuel pour satisfaire ses pulsions. Peut-être qu'il y réfléchira à 2 fois parce qu'il n'échappera pas peut-être à son destin, à la sanction. Mais à la sanction, pas celle de la justice, celle des hommes, celle de la morale des hommes, celle de cette loi de l'œil pour œil, dent pour dent, celle de la loi du talion. Elle plane dans la société française, et pas seulement. Et donc les autorités, je pense, le savent, ils le sentent, que demain, ça peut très rapidement déraper. Et déraper, ça veut dire que il y aura quand même des associations qui vont organiser des marches, qui vont organiser des manifestations. Sauf qu'il y a un jour où une manifestation va être confrontée à une contre-manifestation que les autorités ne vont pas réussir à canaliser, à interdire, etc. Et là, ça va se taper dessus. C'est inévitable. Tout comme il sera inévitable qu'il y aura des morts. Advienne que pourra. Ce qui commence aussi à tomber en déliquescence, c'est cette fameuse Union européenne. L'euro n'est toujours pas remonté. Et nous avons une présidente de la Commission qui s'est permis de dire que si l'Italie votait mal, il y aurait des sanctions. Qu'est-ce que von der Leyen n'a pas dit? Si des gens considéraient qu'il était abusif de la considérer comme quelqu'un d'autoritaire, eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'elle s'est octroyé un droit qu'elle n'a logiquement pas. Aujourd'hui, von der Leyen se considère comme la présidente de l'Union européenne. Mais présidente comme un président souverain, comme un président élu. Alors oui, il y en a certains sur les réseaux sociaux qui font des gesticulations en disant « mais elle est élue », puisque elle a été élue par les élus du Parlement, qui eux-mêmes sont élus par les peuples des pays membres. Oui, sauf que là c'est de la gesticulation parce qu'en réalité elle est élue par des collusions, par des arrangements. C'est comme si nous autres Français, nous revenions à l'époque de la 4ème République, où je rappelle, le président de la République n'était pas élu par le peuple, mais était élu par le Parlement. Ce n'est que Général de Gaulle qui a décidé de mettre en place le vote du peuple pour le président au suffrage universel. Et donc, la gesticulation qui consiste à dire mais si elle est élue, non, elle n'est pas élue. Elle est élue par des gens qui eux-mêmes sont en collusion, en grande majorité. Or, actuellement, elle dépasse ses prérogatives. Elle est présidente de la Commission européenne, elle n'est pas présidente de l'Europe, ou de l'Union européenne. Et pourtant, elle se comporte en tant que telle. Et ce qu'elle a dit concernant l'Italie est un dérapage absolu, inacceptable. De quel droit elle se donne le droit de juger une élection souveraine au sein d'un pays membre de l'Union européenne? De quel droit l'Union européenne a-t-elle le droit d'imposer au peuple souverain « vous devez voter pour des gens précis, mais pas pour les autres ». Donc là, je peux vous dire que si les fondements même de l'Union européenne commençaient à s'effriter, là je peux vous dire qu'il y a un pilier là qui vient de sauter. Il vient de sauter et je pense qu'il y a d'autres pays qui vont commencer à se dire « non, là ça va pas ». Surtout qu'en plus certains continuent à vendre l'Union européenne, continuent à vendre l'Europe, etc. Alors que, force est de constater que sur l'ensemble des pays membres, il y a tellement de sujets divergents. Il y a tellement de sujets divergents qu'il y en a certains sur lesquels on a fâcheuse tendance à fermer les yeux, parce que ces pays-là sont dans une position qui servent d'autres intérêts, idéologiques, pragmatiques. La Pologne, par exemple. On ne peut pas dire que la Pologne soit le pays le plus exemplaire sur les principes et les valeurs mêmes de l'Union européenne.
la Hongrie, la Bulgarie. Ce sont des pays qui ont encore une forte présence, une sorte de fierté à défendre certaines valeurs à l'encontre de l'internationalisme, le multiculturalisme européen. Et j'irais même dire, même les Allemands eux aussi, qui voient aujourd'hui leur petite tranquillité, leur petite démocratie, leur petite liberté, leur petit confort menacés. Ah ben oui, l'Allemagne a été, avec des taux de croissance exemplaires dans le cadre de l'Union européenne, sauf que là aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une sorte d'effet boomerang. Donc la déliquescence même de l'Union européenne aujourd'hui est à prendre en considération. Au grand regret d'ailleurs de Washington. Parce que ça veut dire que Washington commence à perdre lui aussi son influence sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors, quand on parle de vouloir intégrer l'Ukraine à l'Union européenne dans une procédure accélérée, là encore, si on a établi une procédure d'intégration à l'Union européenne, c'est parce qu'on a estimé qu'il fallait que cette procédure soit acceptable et acceptée. Que c'est un protocole qui doit être immuable. Or là, on fait un cas d'exception. Or, si vous faites de l'exception dans ce cas-là, la règle établie, à la limite, n'a plus lieu d'être. Puisque si nous acceptons l'Ukraine dans une procédure accélérée, dans ce cas-là, autant qu'on le fasse pour tout le monde. Donc là, l'Union européenne, si vous voulez, est en train de complètement perdre les pédales. Et dans l'histoire, il y a aussi un autre acteur important. C'est la Turquie. La Turquie d'Erdogan, force est de constater qu'elle joue aussi bien dans les deux camps. Mais elle peut très bien, à un moment donné, jouer aussi un rôle important sur la façon de se coordonner dans une action. Une action que ce soit de la part de la Russie, que ce soit de la part de l'OTAN. L'OTAN dans laquelle la Turquie est intégrée. Sauf que quand Erdogan commence à demander s'il pouvait rentrer dans la coopération de Shanghai, attendez, ça va pas là, il y a un truc. Tu peux pas jouer sur les deux cours, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que Erdogan est en train de nous démontrer. Lui, il veut avoir le droit de jouer dans les deux cours. C'est formidable. C'est formidable parce que finalement, tout ce que je vous raconte là, c'est bien la démonstration que on est arrivé au bout du bout. Qu'on est actuellement en train d'assister à une fin de cycle. Sauf que cette fin de cycle va nécessiter à un moment donné de prendre considération et d'intervenir, d'agir pour remodeler les choses, pour changer les choses, pour reconsidérer les modèles sociaux, économiques, environnementaux. Nous sommes en pleine écologie, réchauffement climatique, etc. Donc, on ne peut pas y échapper. Sauf que, comme je vous l'ai dit, nous avons laissé les clés de la maison à des gens qui veulent préserver, garder de façon absolue, et cela en tout et pour tout, à n'importe quel prix, le pouvoir, leur ascendant sur vous, sur moi. Ces gens n'ont nullement l'intention de céder, n'ont nullement l'intention de jouer la carte de la solidarité ou de la fraternité. Ces gens, ils veulent garder le pouvoir. Et dans la situation actuelle, le seul moyen qu'ils ont de garder le pouvoir, eh bien, c'est tout simplement d'installer de l'autoritarisme, du totalitarisme. Sauf que leur totalitarisme à eux est un totalitarisme qui est couvert du manteau de la démocratie. Donc forcément, quand vous avez des gens qui sont beaucoup plus souverains, beaucoup plus radicaux sur la façon de gérer leur pays, leurs intérêts, de protéger l'intérêt du peuple, de choisir ce qui est intelligent, ce qui a du bon sens, et d'arrêter d'être mêlés à des affaires ou à des conflits ethnico-religieux, territoriaux, tribaux, etc.,
dans lequel évidemment il y a des intérêts de groupes financiers, d'empires financiers, industriels, parce que ces pays possèdent des ressources pétrole, gaz, minerais. Eh bien, on est en plein jeu de dupes. Sauf que, évidemment, le problème avec ceux comme ce qui est en train de se passer en Italie, on a déjà eu des exemples de pays qui sont tombés entre les mains de gens qui se disaient souverains, protectionnistes. Mais malheureusement, ça s'est souvent mal passé. Ça s'est mal passé pourquoi? Tout simplement parce qu'ils le savent très bien. On ne peut pas reprendre la souveraineté d'un pays si déjà on ne fait pas à la base une purge du système administratif, technocratique, financier. En France, c'est pareil. En France, vous pouvez dégager Macron, vous pouvez faire une révolution si vous voulez. Mais si on continue sur la Ve République, et si on ne fait pas une purge des milieux financiers, de l'oligarchie, des élites, eh bien je peux vous garantir qu'ils n'arrêteront pas chaque seconde que vous ferez, quoi que ce soit, ils vous foutront des bâtons dans les roues. Et vous échouerez. Ce qui est en train de se passer en Italie, ne soyez pas surpris. Je vous donne mon billet que dans 6 mois, ça va foirer. Ça va foirer pourquoi? Parce que ces gens qui sont des élus n'ont pas les manettes, ils n'ont pas les commandes. Ils ne contrôlent rien. Ils ne sont que des élus institutionnels, constitutionnels, ni plus ni moins. S'ils ne s'arment pas avec des commissions, s'ils ne s'arment pas avec la justice, pour essayer de mettre des coups d'épée dans les milieux élitistes, mais ils ont d'ores et déjà perdu. Donc, que voulez-vous y faire? Comme je vous dis, il faut savoir affronter les choses comme elles doivent l'être. Il faut savoir exactement où il faut frapper en priorité pour être sûr que le projet que vous soutenez peut fonctionner. Comme je vous l'ai dit, ceux qui disent qu'il faut sortir de l'euro, en règle générale, ne vous diront jamais que de toute façon, si on sort de l'euro, on n'aura pas le temps de signer le traité pour sortir de l'euro, que l'Allemagne sabordera l'euro. Et que là, par contre, on se retrouvera en slip. Par contre, je peux vous dire que les Allemands, eux, ils pourront frapper monnaie très rapidement. Parce qu'ils ne se sont jamais délaissés de leur matériel, de leur logistique, de leurs outils, pour demain refrapper du Deutsche Mark. Ce qui n'est pas le cas de la France. En France, nous n'avons plus non seulement les industries, les entreprises, mais limite, retrouver les compétences, ça va être difficile. Donc, nous sommes actuellement à une époque charnière. Quoi qu'il se passe, le moindre détail va avoir son importance. Et quand je dis le moindre détail, c'est même surtout les détails de coulisses. Ceux qu'évidemment, nullement LCI, TF1, BFM, CNews, etc., ne vous parleront, ne vous exposeront, ne vous analyseront. Parce que les enjeux sont colossaux. Je dirais même que les enjeux touchent la souveraineté même de nos pays. Donc le fait de vouloir absolument déboulonner Poutine, si même dans la situation on réussit à le déboulonner, qu'est-ce qu'on va faire de la Russie? Comme je vous l'ai dit, on va la dépecer. Tout le monde va se jeter sur toutes ses ressources, sur ses minerais, sur son pétrole, sur son gaz. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup d'autres pays qui dépendent des accords, des traités avec la Russie sur justement ces matières premières. Et donc, si demain l'Inde nucléarisée, la Chine nucléarisée, l'Iran, dont actuellement on est en train de vous faire croire qu'il y a une révolution, alors qu'en réalité vous allez voir que dans quelques semaines,
tout va s'écraser, être étouffé, et on repartira comme en l'an 40. Alors je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Au contraire, ça médiatise, ça expose à nos yeux une légitimité, je dirais, du peuple iranien de vouloir plus de liberté et de se soustraire à l'hégémonie, à l'autorité religieuse de cette république islamique. Sauf que vous verrez, de toute façon, les mollahs ne lâcheront jamais l'affaire. Que s'il faut faire un massacre lors d'une manifestation, ils le feront. Et qu'est-ce que nous ferons? On fera des sanctions. C'est tout ce qu'on sait faire. Et je dirais même que si jamais on fait de l'interventionnisme en Iran, eh bien ça ne fera que pousser l'Iran à se rapprocher d'autres pays qui subissent aussi les brimades de l'Occident. En l'occurrence la Russie. Je rappelle que la zone est quand même aussi explosive. Parce que vous avez Israël, qui n'est pas loin. L'Irak est dans une instabilité non négligeable. La Syrie a été un échec à vouloir déboulonner Bachar al-Assad. Et les relations entre Saoudiens, Emirates, Qatar, Oman ne sont pas des plus fraternelles. Elles ne sont pas des plus fraternelles, pourquoi? Parce qu'ils ont tous, sans le dire, l'ambition d'être à l'origine de la construction du grand califat. Même si à la limite, je rappelle que le prince saoudien n'est que prince parce que sa famille a été placée et que de fait il se considère être les gardiens des lieux saints de l'islam. Mais en rien ça ne leur donne la légitimité de se considérer comme les califes du monde musulman. Dans beaucoup de lieux musulmans, dans beaucoup de zones musulmanes, dans beaucoup de branches musulmanes, ils détestent les Saoudiens. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors évidemment, de tous ces éléments, de tous ces détails, de toutes ces querelles, etc., à votre niveau, quel va être l'impact? L'impact direct, vous le voyez, c'est l'inflation. Même si cette inflation, de toute façon, elle était inévitable, puisque dès 2016, dès 2018, on commençait déjà à avoir des signes que la crise de 2008, on n'a jamais réussi véritablement à éponger et à résoudre le problème. Au contraire, on a fait en sorte que la finance, les empires du capitalisme ultralibéral continuent à faire leurs conneries. Et qu'à force de vouloir toujours plus, il y a un moment donné où forcément ça coince. Ça coince institutionnellement, ça coince juridiquement, ça coince économiquement, ça coince socialement. Parce que pour tirer toujours plus de chiffre d'affaires, il faut se débarrasser des contraintes, il faut se débarrasser des règles, il faut se débarrasser des normes, il faut aller toujours plus vite, pour gagner toujours plus d'argent, pour permettre de livrer toujours plus de dividendes. C'est pour cette raison que cette idée de vouloir taxer les riches, sérieusement. Imaginez même demain. Demain, la France installe une taxe sur les riches. Imaginez-vous, vous êtes riche. Quel est le pourcentage, à votre avis, de chances que votre philanthropie l'emporte pour payer toujours plus d'impôts, pour arroser toujours plus un système social digressif, inégalitaire? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez plutôt choisir de vous dire moi j'ai pas envie de me faire sucer jusqu'au sang, donc je vais peut-être aller voir ailleurs? Soyez honnête. Soyez honnête, si demain vous gagnez 500 millions d'euros, vous allez rester en France? Est-ce que vous n'allez pas accepter certaines propositions de certains experts financiers de diversifier vos placements? Et quand on dit diversifier les placements, ça veut dire placer de l'argent à l'étranger, et qui échapperait évidemment à l'impôt français, qui échapperait à la taxe sur les riches. Garder uniquement
un patrimoine sur la France pour payer ce que vous devez payer, mais au moins ne pas vous faire ponctionner plus que ce que vous accepterez éventuellement de posséder en France. Sous-entendu qu'évidemment, vous pouvez posséder du patrimoine en France. Vous pouvez posséder de la pierre. La taxation sur la pierre, sur le patrimoine financier est moins importante que sur un patrimoine financier direct. Et qui plus est, faire en sorte que votre fortune ne soit pas dans une banque française ou européenne de préférence. On vous conseillera de mettre votre argent à Singapour, au Delaware, ou dans quelques paradis fiscaux qui existent encore et qui seront de toute façon toujours protégés par ces mêmes riches qu'aujourd'hui notre NUPES voudrait taxer. Je rappelle que l'idée avait déjà été lancée à l'époque de Sarkozy. Et Sarkozy avait répondu en disant oui, vous voulez taxer les riches, pas de problème. Mais je vous garantis, dans 6 mois, on perd les 2/3 de nos riches qui vont partir à l'étranger. Il y a beaucoup de riches Français aujourd'hui qui habitent en Suisse, qui habitent en Belgique. Ils l'ont quitté, la France, justement à cette époque, parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que demain, on vienne à les ponctionner. Donc finalement, taxer les riches. Alors vous allez me dire, oui, mais quand vous voyez Amazon, par exemple, qui ne paye pas d'impôts en France, à qui la faute? Je veux dire, si vous acceptez l'activité économique, l'activité commerciale d'un empire en France, mais que vous savez qu'il ne paiera pas d'impôts en France parce que son siège social se trouve à Perpète, et que finalement il ne paiera que ses taxes locales, c'est bien la faute des politiques. C'est bien la faute des politiques qui ont préféré laisser Amazon s'installer en France parce que c'est générateur d'emplois. Parce qu'en effet, ça apporte de l'argent local. Taxe professionnelle, il n'a pas été supprimée la taxe professionnelle, je ne sais plus. Mais au moins les impôts locaux. Mais même ça, les grandes entreprises aujourd'hui, les empires internationaux, ils ont les moyens d'aller chercher la moindre petite texte, la moindre petite loi pour essayer de contourner justement la taxation locale. En disant, ben oui, mais nous sommes installés à tel endroit, mais nous ne sommes pas propriétaires. Nous louons la surface. Donc vous ne pouvez pas nous taxer sur la surface que nous louons pour notre activité, puisque c'est le propriétaire des lieux que vous devez taxer, pas nous. Ah oui, logique. Et c'est à peu près pareil partout, hein, je vous rassure. Je peux même vous donner un exemple que je connais personnellement ici. Il faut savoir que la ville qui se trouve à côté de chez moi, c'est Charlotte. Charlotte, c'est le comté de Mecklenburg. Or, il se trouve que depuis maintenant 2-3 ans, le comté où j'habite, on est en train de voir des forêts rasées, des immenses hangars se construire pour l'activité d'Amazon. Parce qu'Amazon, ils ont construit en effet un entrepôt sur Mecklenburg. Sauf que malheureusement, ils se sont rendus compte qu'au niveau des taxes locales, ça coûte très cher. En revanche, le comté où j'habite, les taxes locales, je dirais même, il y a eu des facilités fiscales pour permettre de créer des emplois dans une zone où le chômage est quand même important. Vous voyez, il y a toujours un aspect politique, quelque part. Donc, l'impact, c'est l'inflation, c'est le prix de l'essence, c'est le prix du gaz, c'est le prix de l'électricité. Ce qui est encore plus amusant, en sachant que le terme amusant est un pléonasme, c'est que ça fait depuis maintenant une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, que certains experts disent attention, le nucléaire, la libéralisation du marché à cause de l'Union européenne, si jamais un jour il nous arrive un couac, s'il nous arrive un pépin, mais on sera cul nu. Donc il faut réinvestir. Il faut que nous assurions notre indépendance énergétique.
Pensez-vous qu'ils ont été écoutés? Non. Non, parce que certains politiciens étaient plutôt à l'écoute écologiste de vouloir arrêter le nucléaire, regarder les Allemands, machin, etc. Oui, sauf que là, aujourd'hui, si vous allez payer votre électricité plus cher, c'est à cause de l'Europe et c'est à cause de ces mêmes politiciens que vous avez cru être les bons politiciens, mais qui en réalité n'ont rien foutu pendant 30 ans. Alors oui, Macron qui vous dit oui, je lance un programme pour la construction de 30 centrales nucléaires supplémentaires. Oui, sauf que monsieur Macron, le besoin il est maintenant. Il n'est pas dans 35 ans. Parce que vos 30 centrales nucléaires, si vous arrivez à les construire en 35 ans, advienne que pourra. Donc attention, les discours qui sont en train d'être tenus par ces politiciens, par ces dirigeants, etc., c'est du bluff. C'est n'importe quoi. C'est des promesses en l'air. Vous avez le maire qui vient de vous dire, attention, 2023, il va falloir regarder au centime près. Et derrière, vous avez Macron qui dit qu'il va injecter, je ne sais plus combien de milliards, je crois 1,6 milliard d'euros, dans la fondation Bill Gates. Attendez. Il faut de la rigueur budgétaire, mais vous arrosez des milliards à droite à gauche. Et donc, inflation va avoir des impacts sociaux. Qui dit impacts sociaux dit impact économique. Qui dit impact économique, conflit. Conflits intercommunautaires, communautaires, conflits sociaux entre les différentes classes. Puisque, on le voit bien, ceux qui sont encore dans l'illusion de pouvoir préserver leur petit confort, leur petite tranquillité, s'opposent à ceux qui sont aujourd'hui en train de prendre plein fouet, en pleine gueule, la crise. Parce que, comme je vous l'ai dit, les médias, les experts, les analystes, etc. font très attention de ne pas utiliser le mot crise. Alors que, sur Internet, certaines personnes spécialistes abordent évidemment le sujet avec ce mot, avec ce terme. Et donc vous n'avez pas fini de voir les choses s'aggraver. Parce que, qu'on le soit bien clair, le conflit qu'il y a actuellement avec la Russie est un cache-misère. Est un cache-misère sur le fait que depuis la Covid a commencé avec le premier chapitre pour essayer de mettre une couverture sur le réel effondrement même économique du modèle économique ultralibéral et capitaliste. Et que, comme je vous l'ai dit, le seul moyen pour eux aujourd'hui de garder le pouvoir, de garder leur modèle, c'est de vous asservir, c'est de vous mettre esclave de votre condition, pour mieux maîtriser, mieux contrôler les peuples, les pays, par la destruction de l'État-nation, par la destruction des institutions. That we will destroy, unfortunately, a lot of employment. Just think of self-guided cars and all the drivers losing their jobs. Let's look at the bank employees and so on. If you're left behind, you're facing something far worse, which is to be completely irrelevant. They won't even need you as a serf or as a slave. Direct brain-computer interfaces, replacing organic hands with bionic hands, adding to the body a second immune system, which is not organic but an inorganic immune system, made up of millions of tiny nanorobots inside your body. And if we hack the brain, and if we understand how billions of neurons create subjective experiences of anger and love and pain and pleasure, then there should be no barrier for recreating these kinds of experiences based on silicon and not carbon, based on computers and not brains. Alors attention, ça ne sera pas visible. Je dirais même que c'est invisible pour celui qui ne sait pas lire, pour celui qui ne sait pas voir, pour celui qui ne sait pas regarder. Ça a déjà commencé. Regardez, la plupart des pays européens sont dotés d'un ensemble de politiciens, de présidents, de responsables qui sont considérablement incompétents, qui prônent une idéologie presque religieuse,
Alors qu'il y a certains problèmes qui aujourd'hui sont intrinsèques même à la culture même des pays européens, et pas que, et qui va donner une situation forcément explosive. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà expliqué. Donc aujourd'hui, cette vidéo ne fait que rajouter de l'huile sur le feu de ce qui me semble être le début de la fin, le déclin de l'Empire d'Occident. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alzer and Chancellor Farabee, thank you for joining us as well. And for families across the country, the school year, gosh,